reste autour de cette thématique de la forêt, donc jusqu'à environ 17 h. Et on démarre immédiatement avec Caroline Scotti-Saintagne, qui est de l'INRA d'Avignon et du Conservatoire national des ressources génétiques forestières. Intervention sur le thème de la prise en compte de la diversité génétique dans les pratiques sylvicoles. Pourquoi, comment, voilà qui est vaste. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Alors j'étais là ce matin pour écouter les exposés et on a pas mal parlé de diversité génétique sans aller dans le détail, mais ça veut dire que c'est bien parce qu'elle est prise en compte dans la gestion de nos forêts. Et donc j'ai 20 minutes, c'est ça, hein, pour vous parler de la prise en compte de la diversité génétique dans la sylviculture, et j'ai élargi le titre parce qu'en fait ça va être aussi dans la gestion durable des forêts, ça ira au-delà de la sylviculture. Pourquoi et comment? Alors, pourquoi doit-on valoriser la diversité génétique et la gérer durablement? Eh bien, parce que, comme on l'a déjà vu, on en a parlé déjà longuement ce matin, le changement climatique va poser un double défi pour les forestiers et les gestionnaires forestiers, car nous allons devoir adapter les forêts à de nouvelles conditions sur le court terme, mais aussi préserver des options sur le long terme pour gérer des futurs incertains. Et donc, les futurs incertains, ils sont très bien représentés sur ce graphique que certains ont déjà vu encore ce matin et qui montre l'évolution de la température sur l'axe des ordonnées en fonction des années, donc entre 1900 et 2100, et en fonction de différents scénarios climatiques qui sont calés sur des perspectives d'émissions d'effets de serre qui découlent des rapports du GIEC. Et on voit qu'en fonction des émissions de serre, qui sont plutôt pessimistes en bleu et plutôt pessimistes en rouge et optimistes en bleu, il y a des différences d'élévation de température en fonction des scénarios. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a des barres verticales sur chacun des points de moyenne, quoi. Et donc, il y a une grande incertitude, et cette incertitude grandit au fil du temps. Et là, la flèche en vert vous montre que, en fait, cette incertitude, elle est complètement concomitante avec le temps forestier, puisqu'en 2100, nos arbres seront encore jeunes. Donc, il va falloir adapter pour le futur de demain, mais surtout pour le futur d'après-demain, on peut dire, si on peut dire. Et donc, la diversité génétique, c'est un réservoir d'options pour répondre à ces incertitudes, pour s'adapter aujourd'hui, pour évoluer demain, mais pour répondre aussi aux incertitudes qu'on ne peut pas prédire. Au-delà des incertitudes des modèles climatiques, il y a des incertitudes qu'on ne maîtrise pas, de type de grandes sécheresses, de type des tempêtes, des feux, des invasions de pathogènes. Et donc, la diversité génétique peut temporiser tous ces effets et favoriser, en fin de compte, la résilience des écosystèmes. Alors, comment mesure-t-on la diversité génétique? On a l'habitude de mesurer la diversité en écologie en regardant la diversité des espèces. Et là, on va faire la même chose au niveau des populations. On va être à l'intérieur d'une espèce, on va raisonner à l'intérieur d'une espèce et on va regarder la diversité au niveau des allèles. Ce sont en quelque sorte les différentes formes que peuvent prendre un gène. Donc, à l'intérieur d'une population, on va pouvoir raisonner en nombre d'allèles. Et si vous voyez la première image, les deux images, là, les deux champs de fleurs, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de fleurs dans le premier champ que dans le deuxième. Et donc, il y en aura une diversité plus forte dans le champ du haut. Et on a une deuxième façon de mesurer la diversité qui est la probabilité de tirer deux allèles différents. Et donc là, si on revient à nos champs de fleurs, si vous voulez cueillir des fleurs dans le premier champ, eh bien, vous aurez beaucoup plus de chances de cueillir, sans sélectionner bien sûr, deux fleurs différentes que dans le deuxième champ où vous aurez beaucoup plus certainement de coquelicots que de bleuets. Enfin, la diversité génétique, il est important de la mesurer entre populations. Et là, on introduit une notion de différenciation génétique, de structure génétique. Alors, il y a des formules mathématiques pour la mesurer, mais là, si on regarde la dernière image, donc c'est un champ de tulipes prise par photo aérienne aux Pays-Bas, on voit que là, la notion de différenciation, on va pouvoir la regarder à travers cette image en se disant que
chaque parcelle, chaque bande de fleurs est homogène. Il y a très peu de diversité génétique à l'intérieur. On voit que les couleurs sont très uniformes. Par contre, si l'on regarde globalement l'image, on voit qu'il y a pas mal de diversité, mais que cette diversité n'est pas partagée entre les bandes de fleurs. Donc là, pour ce qui est le cas de la différenciation génétique entre ces bandes de fleurs de tulipes, eh bien, la différenciation génétique sera forte. Alors, la diversité génétique se mesure à différentes échelles spatiales. Et alors oui, je voulais vous dire que la plupart des exemples que je vais vous donner ici dans cet exposé seront l'objet du sapin pectiné et plus spécifiquement le sapin pectiné dans les Pyrénées. Donc on va commencer large et puis on va réduire jusqu'au peuplement pratiquement. Donc oui, la diversité, on l'étudie et on la regarde au niveau de l'aire de distribution des espèces. Et là, si on prend l'exemple du sapin pectiné, on peut voir que le bout des flèches, enfin, le départ des flèches noires, partent de, en gros, 3 refuges qui sont au nord de la Grèce, ça va être le numéro 5. Le numéro 3, ça va être le nord des Alpes, le nord de l'Italie, pardon, et le numéro 1 qui est dans les Pyrénées. Alors, ce sont des refuges potentiels où l'espèce serait allée se cantonner lors des dernières glaciations parce que le climat y était beaucoup plus clément. Et puis ensuite, à partir de ces refuges, il y a eu des recolonisations. Donc, ce sont les flèches, le bout des flèches, en fait. On voit que ça a recolonisé l'Europe. Et donc, c'est important de regarder cette diversité à l'échelle de l'aire de distribution, car les refuges étaient très certainement dans des climats différents, et donc on peut faire l'hypothèse qu'il y a eu des adaptations différentes dans ces refuges. Ensuite, si l'on zoome et que l'on regarde à l'échelle d'un massif, donc au niveau du point d'interrogation sur la première image, on zoome et on regarde dans les Pyrénées ce qui se passe. Eh bien, on peut voir qu'en fait, la diversité dans les Pyrénées n'est pas homogène et au minima, on voit qu'il y a 2 groupes génétiques. Donc, il y a des différences génétiques entre l'Est des Pyrénées et l'Ouest des Pyrénées. Ça a été montré par différents papiers et puis on travaille dessus à l'INRA pour essayer de comprendre l'origine de ces divergences. Et donc, au niveau des Pyrénées, on est allé aussi un petit peu plus loin que de regarder dans une population qui serait à l'est et une population qui serait à l'ouest. Il y a eu dans le cadre d'un projet qui a été financé par la région Midi-Pyrénées et l'Europe, un projet qui a été déposé par le CNPF et le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, qui avait pour but d'étudier la diversité génétique des sapins pectinés sur l'ensemble des Pyrénées. Et donc là, vous voyez qu'il y a 45 populations d'arbres autochtones qui ont été échantillonnés au niveau d'une trentaine d'arbres et qui ont été génotypés, donc avec des marqueurs de type, alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on regarde des régions du génome qui sont neutres, donc qui ne sont pas potentiellement adaptées. Et donc, les résultats de cette distribution de la diversité à l'échelle des Pyrénées, elle est sur cette image en bas. On voit qu'entre Iraty et puis Amélie-les-Bains, il y a 302 km à vol d'oiseau. Et on voit qu'il y a une répartition de cette diversité, donc qui commence à Iraty et qui va en gros jusqu'à Luchon, en orange. Je dirais que c'est la lignée, le groupe génétique de l'Ouest des Pyrénées occidentales. Et puis de l'autre côté, à partir de Luchon jusqu'à Amélie-les-Bains, il y a la lignée, le groupe génétique des Pyrénées orientales. On voit qu'au milieu, donc c'est entouré par un trait blanc, il y a comme une zone de mélange. On voit que les camemberts, ils sont un peu orange et un peu bleu. Et ça montre qu'il y a eu des échanges de gènes entre la lignée ouest et la lignée est des Pyrénées. Alors, qu'est-ce que ça dit en termes de diversité génétique? Alors, vous avez sur ce graphique la longitude sur l'axe des X et la diversité génétique comme on l'a décrite tout à l'heure, c'est-à-dire la probabilité de tirer 2 allèles différents dans une population. Et vous avez les 45 populations.
donc qui sont classés par longitude. On a Irati complètement à gauche et puis Amélie-les-Bains complètement à droite. Et j'ai reproduit les couleurs, c'est-à-dire qu'en orange, vous avez les groupes génétiques de l'Ouest, en bleu foncé, les groupes génétiques de l'Est, et en violet, les populations qui sont en mélange. Et on voit clairement qu'il y a une décroissance de la diversité génétique quand on part d'Amélie-les-Bains et qu'on va vers Irati. Une diminution de la diversité de l'Est vers l'Ouest des Pyrénées. Alors, il peut y avoir plusieurs explications à ça, mais une explication pourrait être un effet de recolonisation depuis l'Est des Pyrénées vers l'Ouest, avec une diminution de cette diversité à chaque pas de colonisation, parce qu'on perd des allèles. Ça, c'est la même figure, sauf que j'ai enlevé la plupart des noms des populations et j'ai seulement laissé les populations, les peuplements qui sont des unités de conservation, des unités conservatoires. Et aussi les zones d'aires protégées. Alors, je n'avais pas toutes les aires protégées lorsque j'ai préparé l'exposé, donc j'ai laissé les zones intégrales du parc national des Pyrénées, donc la population qui est à Cauterets et une autre qui est à Borse. On voit donc que les unités conservatoires représentent bien la diversité génétique, puisqu'on voit qu'elles sont dans les couleurs foncées dans le groupe génétique de l'Est. On voit qu'il y a Saint-Lary qui se trouve au milieu, c'est une population mélangée. Et puis, il y a Barousse, Hautement, ça se chevauche, qui sont dans le groupe génétique de l'Ouest. Donc, c'est plutôt bien. Et j'ai rajouté aussi les peuplements porte-graines dans lesquels eh bien, on va chercher des graines lorsqu'on a besoin de faire des plantations. Ce sont des petits triangles. Alors, je n'ai pas noté les noms, mais on voit qu'ils sont aussi à peu près sur tous les types de groupes génétiques. Le foncé, violet. Dans le violet, il y en a moins. Et orange. Alors, cette diapositive, pour le détail qui est sur la droite, je pense que vous aurez ma présentation et vous pourrez aller cliquer sur les liens. Mais c'était juste pour vous donner la localisation de toutes les unités conservatoires des ressources génétiques forestières en France. Donc, ces unités conservatoires, elles sont gérées par une politique nationale qui a commencé cette politique en 1990. Et depuis lors, eh bien, on a pour 9 espèces pour le moment qui ont un intérêt écologique et économique, on essaye de préserver la diversité génétique. Alors au départ, on n'avait pas de marqueur génétique pour positionner et pour sélectionner les unités conservatoires, donc on s'appuyait sur des critères d'écologie, de bioclimatique pour pouvoir les identifier. Donc là, vous avez 9 espèces. Il y a le sapin, le hêtre, l'épicéa, le pin maritime, le pin sylvestre, le peuplier noir, le chêne Cécile et 2 espèces d'hommes. On peut voir en vert donc, les populations d'Abies alba. Donc, il y en a 6 dans les Pyrénées. On voit qu'il y en a beaucoup plus dans les Alpes, un petit peu dans les Vosges. Et peut-être qu'on pourrait essayer de faire un petit effort pour augmenter dans les Pyrénées, parce que maintenant qu'on sait qu'il y a 2 lignées génétiques, peut-être que ça vaudrait le coup d'augmenter ce nombre d'unités conservatoires, ou en tout cas travailler avec les zones d'aires protégées pour essayer d'augmenter la protection de la lignée, en tout cas de l'Ouest. Bien sûr, ces unités de conservatoire vont au-delà de la France et elles prennent une échelle, elles ont aussi une existence au niveau de l'Europe, et ça, c'est coordonné dans le programme Euforgen, dont je vous mets le site internet, et qui a développé un système d'information où on peut retrouver toutes les cartes et toutes les informations pour toutes les espèces qui sont dans le programme sur le réseau EUFGIS. Voilà, et ensuite, je voulais citer des projets scientifiques européens qui alimentent les connaissances de ces programmes, et notamment 2 projets qui ont une importance pour nous au niveau national et à l'INRA aussi, parce qu'ils sont portés par l'INRA, les 2. Donc, le premier, c'était le projet Gentry qui vient de se terminer, coordonné par Bruno Fadi, et le projet Forginus qui vient de commencer, qui est coordonné par Ivan Scotti. Voilà, donc je reviens aux résultats dans les Pyrénées. Et maintenant, alors,
on regarde le graphique, mais d'une autre façon, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, tout à l'heure on avait la diversité génétique et maintenant on a mis l'altitude. Donc on a la longitude, d'accord, donc toujours complètement à l'ouest Irati, et puis il doit y avoir, j'ai enlevé le nom, mais il doit y avoir Amélie-les-Bains à l'est. Et donc si l'on regarde l'altitude, on peut s'apercevoir que toutes les populations sont plutôt en haute altitude, que la lignée de l'ouest, elle est plutôt au-delà de 900 mètres. Par contre, la lignée de l'est est sur un continuum qui va de 400 mètres à 1800 mètres. Tout ça pour dire que c'est aussi important de prendre en compte la structuration locale. Et on peut se demander si ces différences de colonisation de l'altitude des différentes lignées génétiques a des conséquences adaptatives entre les lignées. Alors, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent tout d'abord qu'il y a une différence adaptative entre l'Est et l'Ouest des Pyrénées. Donc ça, c'est une étude faite par Mathias dans Triphysiologie, qui a récolté des graines dans les peuplements de l'Ouest en orange, des graines dans le peuplement de l'Est en bleu, et qui ont mis à germer dans des conditions contrôlées, donc dans des chambres climatiques, en augmentant les températures de 4 degrés. Donc, ils ont comparé température actuelle et température future, augmentation de 4 degrés, et deux conditions de disponibilité en eau, donc les conditions actuelles et les conditions futures qu'ils ont établies à moins 30% de précipitations. Ils ont fait des mesures à 6 mois de survie, de biomasse et de traits physiologiques, l'efficience d'utilisation de l'eau, l'azote, des choses comme ça. Et le résultat qu'ils montrent, c'est que la lignée de l'Ouest, en orange, a une biomasse totale qui est toujours supérieure à la lignée de l'Est. Par contre, c'est celle qui résiste le moins au stress de température et d'eau. Donc on voit là qu'il y a un compromis entre croissance et résistance à la sécheresse entre les lignées de l'Est et de l'Ouest des Pyrénées. Autre article qui démontre cette fois l'adaptation à l'intérieur des sapinières de l'Ouest des Pyrénées. Donc là, on est du côté orange. Et là, ils ont récolté des graines sur un gradient altitudinal, en partant de 800 mètres jusqu'à 1600 mètres dans la vallée d'Ossau et dans la vallée des Gaves. Et les graines ont été mises à germer dans un jardin commun, donc tous dans les mêmes conditions, au niveau de la mer, proche d'Arcachon. Donc là-bas, les températures étaient de 13 degrés, ce qui équivaut à des températures qui étaient de plus 7 degrés par rapport à l'altitude haute des Pyrénées et plus 3 degrés par rapport à une altitude de 800 mètres dans les Pyrénées. Et donc, ils ont mesuré la survie à 3 ans. Et ce qu'on observe sur le graphique, où l'on voit l'altitude sur l'axe des abscisses et la survie sur l'axe des ordonnées, que les populations qui étaient à 800 mètres ont une survie meilleure que celles de 1600 mètres. Donc, les provenances qui étaient dans des climats plus froids ont moins survécu que les climats plus chauds. Encore une démonstration de l'adaptation au sein d'un groupe génétique à l'échelle locale d'une vallée. Donc, le message à retenir là, c'est de favoriser la prise en compte de l'hétérogénéité locale dans la gestion durable des forêts. Et en perspective de ça, pour les sapinières, les hêtraies, les pineraies d'Occitanie, on vient de déposer un projet Oxygène, l'INRA, mais avec les différents parcs nationaux, régionaux, naturels régionaux d'Occitanie, l'ONF et d'autres partenaires. Donc, ce projet va viser à caractériser la capacité de résilience des forêts anciennes et des vieilles forêts d'Occitanie en ayant une approche de génétique, d'écologie et d'écophysiologie. Donc, on attend la réponse avant décembre. Et j'espère pouvoir vous en parler bientôt. Je ne sais pas combien il me reste de temps. Je continue. Donc, Il vous reste à peu près 5 minutes. OK. Moi, je déborderai un petit peu. Donc, la suite de cet exposé, c'est pour vous dire que chaque gestionnaire peut aussi favoriser la diversité génétique dans son peuplement. Et on va voir comment. Alors, on l'a déjà vu ce matin avec le dernier exposé sur la sylviculture irrégulière. Et là, je vais vous montrer en premier lieu sur des résultats de simulation
On a des outils de simulation qui sont développés qui permettent de comprendre comment la sylviculture peut influer sur la capacité d'adaptation des peuplements. Donc là, l'exemple que je vais vous montrer, ce n'est pas sur le sapin, c'est une cédraie, parce que là, le modèle qui a été développé, c'est pour le cèdre, ça s'appelle Luberon 2, mais il va être adapté sur le sapin à moyen terme. Et donc, on va regarder ensemble là, le graphique du haut, où l'on voit, alors sur l'axe des abscisses, vous avez les différentes années, de 1970 à 2048, et le peuplement, le nombre de tiges par hectare dans le peuplement. Donc en 1970, le peuplement était âgé de 27 ans et il y avait 1100 tiges à l'hectare. Et donc, ce peuplement subit une sylviculture pour d'éclaircies, pour aboutir à la fin à une coupe de régénération. Donc, on voit des escaliers qui sont très bien tranchés à chaque fois qu'il y a une coupe. Le deuxième scénario de sylviculture qui est modélisé, c'est un scénario de rattrapage de surdensité, c'est-à-dire qu'au départ, on ne fait pas une coupe directement, on voit que la pente de la courbe au départ, elle est un petit peu moins forte, on voit que ça, c'est de la mortalité par compétition, où ce sont principalement des petits arbres qui vont mourir, et puis hop, il y a l'homme qui arrive, et puis on voit la barre verticale qui tombe et qui coupe, et des petits et des gros. Pour arriver en 1900, alors on ne voit pas bien, mais en 1930, avec une dernière coupe où on a 80 individus. Ces 80 arbres, on les laisse se régénérer et ils sont recrutés. Donc, c'est les points qu'on voit vers le haut. En dessous, le graphique qu'on voit, c'est la diversité génétique dans les peuplements. Donc, on a en gris la diversité génétique pour la vigueur. En gris, c'est le peuplement au départ. On voit en bleu la diversité génétique dans le peuplement avec le scénario 1 et en orange le scénario 2. On voit ici qu'il y a un décalage de la diversité génétique vers des plus fortes valeurs et que ce décalage est d'autant plus fort entre les deux scénarios. Donc, le message à retenir ici, c'est qu'à l'échelle d'une révolution, le scénario sylvicole peut agir et avoir des impacts très différents sur la diversité génétique du peuplement. Il faut aussi retenir que toutes les étapes d'un itinéraire sylvicole sont importantes, y compris dans les jeunes stades. Ils contribuent à l'impact génétique final. Et enfin, les événements de mortalité accidentelle qui, là, ne sont les accidentels par compétition ou alors par d'autres événements de type sécheresse qu'on peut aussi modéliser, sont à prendre en compte dans l'itinéraire sylvicole. Alors, il y a une très belle revue là, écrite par François Lefebvre et des collaborateurs qui montre en quoi la sylviculture peut agir sur la diversité inversement. Et il donne comme quelques exemples de pratiques sylvicoles, de pratiques forestières qui sont axées sur l'évolution. Et j'en ai choisi quelques-unes et j'ai traduit en français parce que le papier est en anglais. Une première chose que chaque forestier peut prendre en compte assez facilement, que ça ne coûte pas forcément d'argent, c'est que dans les petites populations, on peut essayer de réguler la densité et la distribution spatiale pour essayer d'égaliser le succès de reproduction entre les arbres. Comme ça, il n'y aura pas d'arbres gagnants qui pourraient diminuer la taille efficace, c'est-à-dire la représentativité de l'ensemble des arbres qui contribuent à la génération suivante. Ensuite, en milieu hétérogène, lorsqu'il y a des milieux stressants, et on l'a vu tout à l'heure, on pourrait essayer de dissocier les zones de production des zones d'évolution. On pourrait essayer de garder les zones d'évolution pour faire que la sélection naturelle agisse. Donc, garder des arbres qui meurent et laisser ceux qui survivent, parce que c'est peut-être là que la sélection naturelle se fait. Et puis, permettre le flux de gènes entre la zone de production et la zone d'évolution. Enfin, lorsqu'on voit des arbres isolés, on aurait tendance à vouloir le couper parce qu'on se dit que celui-là, il fait pas mal d'autofécondation et ce n'est pas terrible pour la diversité. En fait, oui, l'autofécondation, elle se fait, mais souvent, ces graines-là sont vite contre-sélectionnées parce qu'elles n'arrivent pas à pousser. Et le fait que ces arbres soient isolés, ils ont l'avantage d'avoir du pollen qui vient de beaucoup plus loin. Et donc, la régénération de ces arbres peut être au final plus diversifiée que celle des arbres qui n'étaient pas isolés. Donc l'importance de garder aussi des arbres isolés. Par ailleurs, s'ils étaient dans des conditions marginales de stress, ils ont pu évoluer pour une adaptation particulière et donc ils sont d'autant plus importants.
En conclusion, donc, je veux revenir sur ce défi difficile de la gestion forestière, puisqu'on doit trouver un compromis pour accélérer cette réponse à la sélection, tout en préservant la capacité d'évolution pour le futur. Donc, laisser faire la sélection naturelle, oui, c'est important pour des traits d'adaptation tels que la résistance à la sécheresse dans des zones de stress, notamment en basse altitude, quand on voit des arbres qui dépérissent. C'est plutôt bon signe si tout ne dépérit pas, bien sûr. Et il faut favoriser les flux de gènes entre ces arbres. Enfin, un dernier message, c'est d'éviter peut-être la sursélection pour des caractéristiques recherchées, des caractéristiques économiques, par exemple, de forme de croissance, car le jeu des corrélations et des interactions peut avoir des conséquences lourdes sur les moteurs de l'évolution, comme la diversité génétique ou, comme on l'a vu tout à l'heure, un compromis entre croissance et résistance à la sécheresse. Voilà, enfin, je voudrais finir sur cette image. Je cherchais hier une image de dépérissement et puis il y a ma fille de 9 ans qui est passée derrière moi et qui me dit « Maman, regarde, pourquoi il y a des arbres qui sont morts, mais pourquoi il y a des arbres qui sont vivants ?» Et donc voilà, je lui ai dit « Mais écoute Émilie, c'est vrai, tu as tout compris. C'est les arbres vivants qu'il faut regarder dans cette image et c'est peut-être l'avenir du Ventoux là, qui est devant nos yeux, c'est que la régénération naturelle travaille et notre future forêt est là. » Je vous remercie. Ben voilà, il y a de pires façons pour commencer une après-midi. Merci, merci beaucoup. On a des questions, Caroline Scotti-Saintagne. Alors, question de Bruno, il demande sait-on de quand date la structuration du sapin dans les Pyrénées? Oui, alors attendez, c'est dommage, je ne vois pas le chat. Je vais quitter la présentation, voilà. Alors, Bruno Fadi, qui me pose la question de la structuration dans les Pyrénées. Oui, alors, cette structuration date de l'époque du Quaternaire, donc des glaciations. On peut estimer que c'est de l'ordre de 600 000 ans, quoi, que les choses se sont passées. Donc, c'est assez contre-intuitif parce qu'on aurait l'impression que ça date de l'Holocène, donc des dernières, en tout cas les dernières glaciations, à la fin des dernières glaciations, non, ça peut être un petit peu plus ancien. D'accord. Clémence demande comment la diversité génétique peut augmenter alors que le nombre d'arbres diminue. Ça vous laisse sans voix. Alors, le nombre d'arbres diminue. J'ai dit ça non, alors là, je vais rester comme ça. Je n'ai pas dit que le nombre d'arbres diminuait. Oui. Bon, alors, si vous ne l'avez pas dit, ça veut dire que le nombre d'arbres ne Bon, diminue alors, pas? par contre, je peux quand même répondre. Si Oui. dans une population, il y a très peu d'arbres, si la diversité génétique au départ, elle était très forte, on peut avoir une forte diversité génétique, même dans une petite population d'une trentaine d'arbres, par rapport à une population qu'on a 5000 qui vient de 3 clones. Donc non, le nombre d'arbres, une petite population peut effectivement présumer d'un bottleneck, c'est-à-dire une contraction de population et donc une diminution de diversité, mais il faut que ça soit analysé statistiquement. On ne peut pas le dire comme ça à l'œil, en tout cas. Un petit mot. Ah, alors, Clémence, Clémence rajoute dans l'exemple des cèdres après les éclaircies. C'est un petit complément à sa question. Alors ça, j'ai plus en tête la figure. Pourquoi je pourrais répondre après coup, ouais. Ouais, je préfère. Pas de souci. Et on me fait signe de vous dire que ça ne sert à rien de lever la main. Je ne sais même pas comment on lève la main pour poser des questions. Non, pas vous, les spectateurs. Posez vos questions par le biais du chat. Donc, le petit icône en bas, comme je l'ai dit au tout début de l'après-midi. Mais je le répète, voilà, c'est le seul moyen pour que ça puisse passer, les questions. Jean-Marie vous demande, Sophie, bonjour. Que sait-on de la diversité génétique des peuplements en libre évolution et leur résilience face au changement climatique? La question, c'est la diversité ou la résilience. La diversité génétique. Alors, pour la diversité génétique, il y a quelques papiers alors certains montrent qu'il y a plus de diversité génétique dans les peuplements libre évolution, d'autres non. Donc, c'est pas tranché.
Et c'est tout l'enjeu du projet Oxygène là, qui va être déposé, en tout cas pour répondre à la question dans les Pyrénées. Ouais, Après, et la sur suite la de la question, c'était par rapport à des peuplements de production. Pardon, il l'a ouais. envoyé en deux fois. Et ben donc dans le projet, on va comparer, on va avoir des couples de forêts qui seront des populations, en tout cas peut-être pas en libre évolution, mais en tout cas autochtones. Donc il peut y avoir très bien de la gestion forestière dedans, mais elles seront autochtones et on va comparer ça à des plantations. Donc j'ai pas D'accord. la réponse aujourd'hui. Et Raphaël Beck vous demande que signifie la gamme de variabilité génétique individuelle et le déplacement observé entre les deux simulations. Il demande que signifie donc l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est de la diversité. Alors, je pense que François Lefebvre est en train de nous écouter et c'est lui qui a rédigé l'article. Alors, s'il peut mettre la réponse dans le chat, ça va vraiment m'aider parce qu'en plus, c'est tout petit. Oui, au pire, on les reprend. Il n'y a pas de. Ouais, c'est la valeur génétique individuelle pour la vigueur. Donc, je pense que c'est pour la croissance ou la hauteur. Et il y a des classes, mais je ne vois pas très bien. François Lefebvre y répond, ce sont des valeurs génétiques. Voilà. Voilà. Merci, François. Sophie nous dit ainsi, les vieilles forêts sont des sites privilégiés pour ces zones d'évolution naturelle et de préservation de la diversité génétique à conserver prioritairement. Bon, ce n'était pas une question. Mais je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, oui, je dirais qu'au-delà des vieilles forêts, il y a toutes les populations qui sont autochtones. Parce qu'une vieille forêt n'est pas forcément gérée. Moi, je rajouterais les forêts anciennes et les vieilles forêts. Voilà. Il n'y a pas que les vieilles forêts. Là, c'est un peu. Je suis sur le détail, mais il n'y a pas que la vieille forêt. Je dirais toutes les forêts endémiques. D'accord. Bruno vous demande si vous pensez que les forestiers vont vraiment appliquer des principes évolutifs dans le contexte de l'augmentation du prélèvement de bois. Bah, écoute, ce matin, on a eu un bel exposé là, à la fin sur les plantations jardinées, c'est pas ça, irrégulières, là, Irrégulière. fortement intéressantes, qui sont appliquées en Allemagne, qui sont des forêts, j'imagine, enfin, je trouve d'avenir. Après, pourquoi nous, en France, on ne les applique pas, ces types forestiers? Peut-être parce que c'est trop compliqué, effectivement, au niveau après économique, où il n'y a pas la filière derrière qui peut les gérer. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être des forêts d'avenir, des forêts mélangées, où on prend plus en compte la diversité des espèces et la diversité génétique. Quelle est la différence, alors là, c'est petit point sémantique, entre vieille forêt et forêt ancienne? Donc la forêt ancienne, une vieille forêt est une forêt ancienne. La forêt ancienne, alors ce sont des forêts qui étaient là au moment de l'élaboration des cartes d'état-major en 1840, je crois, je me trompe peut-être de date. La vieille forêt, c'est une forêt ancienne qui n'est pas du tout gérée, qui est en libre évolution. On pourrait dire que c'est une forêt vierge, où l'homme n'a pas eu d'impact. La forêt ancienne, elle est endémique, mais elle peut être gérée. C'est-à-dire, on peut y prélever des arbres, on peut faire des coupes, on peut avoir une sylviculture dedans. Alors, Gaëtan lui demande si finalement le sylviculteur n'est pas le fossoyeur de la diversité génétique en se substituant lui-même à la sélection naturelle. Ouais, effectivement, il joue le rôle de la sélection naturelle. Mais là, l'idée, c'est il ne faut pas la faire trop forte. La sélection naturelle, il faut qu'elle puisse agir, mais il faut pas que le sélectionneur coupe trop, quoi. Voilà, il faut qu'il laisse de la diversité génétique pour que la sélection naturelle, si on en a besoin plus tard, pour d'autres, dans un autre contexte de stress, elle puisse encore avoir des effets. Et je crois qu'on a fait le tour des questions qu'il y a. Comment s'assurer de la diversité génétique de plants issus de pépinières? Demande Anne. Et il y a la fin de la question qui n'est pas encore apparue, qui va m'apparaître sur l'écran de gauche. Voilà, comment connaît-on leur provenance? Alors, normalement, tout ça, c'est référencé, il y a des règles pour pouvoir
s'approvisionner en plants, et donc il y a des peuplements porte-graines qui sont soit des peuplements naturels, des peuplements sélectionnés, par exemple pour le sapin, sinon ça peut être des vergers à graines. Et derrière, il y a toute une filière qui assure la diversité génétique. Normalement, ces peuplements sont choisis parce qu'ils ont, ils ont de la diversité génétique.